Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo autour du business de la NBA, autour des salaires, autour des revenus, parce que, eh bien, il y a pas mal de mythes, il y a pas mal d'images d'Épinal autour des réels gains des joueurs NBA, et on est dans une situation un petit peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on sait tout, finalement, des revenus des joueurs NBA, on connaît leur contrat club, on connaît leur contrat pub, on connaît tous ces montants, les durées, etc., mais au final, qu'est-ce qui leur reste exactement dans les poches? Eh bien, c'est ce que je vous propose de présenter via cette vidéo autour du vrai revenu des joueurs NBA, entre mythe et réalité. C'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a un espèce de mythe en France, c'est que les États-Unis sont un paradis fiscal et que là-bas le capitalisme est roi, le libéralisme sévit à tout va et on ne paye pas d'impôts, on fait ce qu'on veut avec son argent, etc. Eh bien, la réalité, elle est tout autre. C'est ce que je veux aussi vous rappeler dans cette vidéo. Et puis, c'est ce que je vous disais, on sait tout du salaire des joueurs, mais au final, qu'est-ce qui leur reste vraiment dans les poches? Parce qu'un joueur qui signe à 20 millions de dollars la saison, ne croyez pas qu'il a 20 millions de dollars qui lui rentrent dans les poches et qui restent sur son compte en banque à la fin de l'année. C'est beaucoup plus nuancé que ça, et c'est ce que je veux vous présenter. Que leur reste-t-il vraiment? Est-ce que Stephenson peut jouer au domino avec ses liasses de billets comme ça en mode insolence totale, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Première chose à savoir, c'est que chaque État fédéral américain dispose de son propre régime fiscal. 50 États aux États-Unis, 50 règles différentes. Nous, on se plaint en Europe de ne pas réussir à faire fonctionner les choses dans une Europe à 27. Les Américains, ils sont 50 États, il y a 50 règles fiscales différentes, 50 impôts des sociétés différents, 50 TVA différentes, et ils s'en sortent pas trop mal. Deuxième chose très importante à savoir, c'est que le système fiscal américain, le système d'imposition aux États-Unis, il est à la française. C'est sur le principe d'une déclaration de ses revenus et d'un paiement en décalé. Donc, je touche des sommes que je vais devoir rendre au fisc américain. Exactement comme en France, si vous payez l'impôt sur le revenu, vous avez l'argent sur votre compte et vous devez le rendre. Donc évidemment, ça pique un petit peu les yeux, et il faut anticiper, il faut provisionner, parce que tout ce que vous avez dans votre poche ne va pas vous rester indéfiniment dans la poche. Et aux États-Unis, comme en France, le système d'imposition, il est par palier progressif. Plus vous gagnez d'argent, plus ce qu'on va vous prélever va être élevé. Et évidemment, comme les joueurs NBA, ils gagnent énormément d'argent, ils sont dans les tranches d'imposition les plus élevées, parce que ce sont évidemment des très riches. Et à côté de ça, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, eh bien, il faut vous payer une assurance santé privée, il faut financer l'éducation supérieure ou même simplement secondaire, et puis il faut aussi penser un petit peu à sa retraite, qui est aux 2/3 un système de répartition. Là aussi, on a une vision complètement tronquée des États-Unis où on dit c'est une retraite par capitalisation, c'est les fonds de pension. C'est pas vrai. C'est 2/3 public, et au-delà de ces 2/3, si vous voulez vous mettre un petit peu de côté pour avoir effectivement une retraite un petit peu plus décente, eh bien vous faites appel à des fonds de pension, à des systèmes privés. Mais il faut d'une manière générale penser un petit peu à sa retraite quand on est un Américain. Alors du coup, pour les joueurs NBA, eh bien, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, je vous propose, pour que ça soit extrêmement explicite pour vous, de prendre l'exemple de LeBron James en 2018. Il va être agent libre, en tout cas s'il n'active pas son option joueur, il sera agent libre. Il va pouvoir aller signer où il veut, rester aux Cavs ou aller ailleurs. Imaginons qu'il aille aux Lakers, qu'il prenne le contrat max et qu'il signe aux Los Angeles Lakers en 2018. Il sera donc contractuellement rémunéré 36 millions de dollars par an aux Lakers à partir de la saison 2018-2019. Il va aux Lakers. Donc il va jouer en Californie. Or, la Californie, c'est l'un des États américains où le taux de prélèvement, le taux d'imposition est l'un des plus élevés de tous les USA. Si on combine toutes les taxes, impôts sur le revenu,
taxes fédérales, taxes locales, on fait vraiment un mix de tout. Un petit peu comme si nous, Français, on cumulait impôts sur le revenu, taxes d'habitation, taxes foncières, vous cumulez tout. Eh bien, vous arrivez en Californie avec un taux de taxe combiné à 52,71% dans les grandes lignes. Donc, eh bien, LeBron James, il est prélevé de 52% de ses 36 millions. Et il ne lui reste plus que, avec des énormes guillemets, mais c'est la réalité, il lui reste en fait dans la poche 17 millions. Et voyez que ça n'a absolument rien à voir avec les 36 millions originels. Cas de figure numéro 2, LeBron James, via des sign and trade, voilà plein de choses que j'avais explicitées dans ma vidéo, le Team Banana Boat réuni aux Rockets. Imaginons qu'il aille à Houston en 2018. Même condition, 36 millions de dollars la saison. Le Texas, l'un des systèmes fiscaux les plus intéressants des États-Unis, taux de taxe cumulé 39,48%. Voyez que on entend souvent circuler sur le web, ouais mais il joue dans le Texas, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il ne paye pas d'impôt. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Jouer dans le Texas, c'est quand même être prélevé de 39% de ses revenus. Et c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien parce que du coup, sur 36 millions, il ne reste toujours, je mets des énormes guillemets, que 21,79 millions de dollars. Ça fait quand même un différentiel entre les deux clubs de pratiquement 5 millions de dollars de différence. Donc voyez que au-delà de la rémunération, au-delà du challenge sportif, au-delà de plein de choses, eh bien, il y a aussi le régime fiscal qui peut influer dans la décision des joueurs de rejoindre plutôt tel club ou plutôt tel autre club en fonction de l'état des États-Unis dans lequel ce club est situé. Là où c'est encore plus explicite, c'est quand vous regardez les gains accumulés en carrière. Prenons l'exemple de Kobe Bryant, qui, si on ne prend que ses gains de joueur NBA, a cumulé en carrière pratiquement 330 millions de dollars de gains. Vous rajoutez à tout ça les contrats pubs, etc. Mais tous ces contrats pubs, cette promo, tout ce qui est en gains supplémentaires est soumis aux mêmes prélèvements fiscaux. Donc, vous prenez que les gains NBA, parce que c'est la donnée dont on est sûr. Kobe a fait toute sa carrière en Californie. Eh bien, il a rapporté à l'État de Californie un petit peu plus de 170 millions de dollars de taxes. Si Kobe n'avait pas été échangé le jour de la draft, et s'il était resté en Caroline du Nord, en partant du principe que les Hornets qu'il avait draftés n'aient pas déménagé à la Nouvelle-Orléans, qu'ils aient tout le temps été localisés en Caroline du Nord, eh bien, sur les mêmes gains, en imaginant qu'il fasse la même carrière, sur les mêmes gains, au final, avec la petite différence d'imposition entre la Caroline du Nord et la Californie, eh bien, Kobe aurait eu 25 millions de dollars en plus dans sa poche. Avec les montants, la durée, les écarts commencent à être quand même assez impressionnants, assez significatifs. Prenons un autre exemple, Tim Duncan, qui en carrière a cumulé un petit peu plus de 240 millions de gains, une nouvelle fois que avec ses rémunérations de joueur NBA. Duncan y joue dans le Texas, l'un des États les plus avantageux fiscalement des États-Unis. En gros, un petit peu moins de 130 millions de taxes sur ses gains. Ce qui est très intéressant, c'est qu'entre Duncan et Kobe, il y a 87 millions de dollars d'écart entre les revenus bruts en carrière. C'est-à-dire que Kobe a gagné 87 millions de dollars de plus que Duncan. Mais quand on compare, non pas les revenus bruts, mais les revenus nets, donc avec l'imposition Californie versus imposition Texas, eh bien vous vous rendez compte que cet écart, eh bien il tombe à 46 millions. Donc on passe pratiquement du simple au double sur l'intégralité d'une carrière. Voyez donc que la fiscalité, elle n'est pas anecdotique pour un joueur NBA. Les États les plus attractifs des États-Unis fiscalement, on compte le Texas, la Floride, le Nevada, le Tennessee. Voyez que c'est majoritairement des États du Sud. On va dire vraiment pour schématiser, vous avez aux États-Unis les États du Sud qui sont
plus à droite, donc un petit peu plus ancré dans un ADN républicain où eh bien, on met en avant le libéralisme et on va donc moins taxer fiscalement les Américains, on leur laisse plus de liberté, mais à contrario, il y a des services publics de moins bonne qualité. En gros, dans ces États, il y a à peu près 39%, si on additionne tout, une nouvelle fois, on additionne tout, il y a à peu près 39% de taux d'imposition. Donc effectivement, Texas, Floride, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'impôt, il y a d'autres formes d'impôt. Et le système américain fiscal est très très compliqué pour les joueurs NBA. Les matchs joués en dehors du Texas, donc par exemple je joue pour les Rockets, je joue un match à l'extérieur à New York, eh bien ces matchs joués à l'extérieur de l'État du Texas sont imposés selon le système fiscal de l'État dans lequel on a joué ce match. Donc imaginez l'usine à gaz. Mais en gros, effectivement, c'est plus intéressant pour un joueur d'être basé fiscalement dans le Texas que par exemple en Californie. A contrario, dans les États peu attractifs fiscalement, on a l'État d'Ontario, donc c'est pas aux États-Unis, j'ai révisé ma géo, vous inquiétez pas, c'est au Canada, mais il y a les Toronto Raptors qui jouent en Ontario, donc c'est intéressant de savoir que les joueurs des Raptors, ils payent assez cher, dans les 52%. On retrouve la Californie, on retrouve l'État de New York. Des États où on a un prélèvement fiscal à un petit peu plus de 52%. Donc, eh bien, on lâche ce qu'on a sur le compte en banque, on le relâche très, très, très vite. D'une manière générale, on a aux États-Unis un taux moyen d'imposition d'environ 45%. Donc, gardez bien en tête que, en gros, ce que les joueurs NBA gagnent, il y a à peu près la moitié qui repart au fisc américain, qui repart en imposition. Alors bien entendu, ça ne tient pas compte des sommes déductibles, notamment les donations caritatives. Un joueur NBA qui fait une donation, il peut déduire le montant de cette donation d'un barème qui peut aller jusqu'à 50% si c'est une donation à des organismes publics ou à 30% si c'est à des organismes privés. Pourquoi les joueurs NBA font parfois autant de donations, autant d'œuvres caritatives ? C'est parce qu'ils sont très généreux, on ne va pas considérer que c'est complètement intéressé, mais ils ont aussi quelque part un intérêt à le faire parce qu'ils peuvent déduire ces donations-là des sommes d'impôts qu'ils vont payer. C'est exactement comme en France avec la loi Coluche, vous faites un don à une association, vous donnez au Resto du Cœur, vous donnez 100 €, vous pouvez déduire, je crois, 70 € de vos impôts de ce don-là. C'est pareil aux États-Unis, c'est le même principe. Et d'autres exemples, les intérêts d'emprunt peuvent être déduits. Alors si c'est des intérêts d'emprunt pour acheter une résidence principale ou si c'est pour financer un commerce, et puis il y a d'autres exceptions, mais ne croyez pas que vous pouvez complètement y échapper. Mais évidemment, on peut nuancer tout ça. J'en tiens pas compte dans ma présentation pour schématiser, mais évidemment qu'il y a des possibilités d'aller s'exonérer d'une partie de ces impôts. Et puis il y a aussi tous les mécanismes d'optimisation fiscale. Les joueurs NBA, pourquoi ils sont entourés de comptables, pourquoi ils sont entourés d'experts fiscalistes ? Parce que vous avez vu qu'il y a des énormes sommes en jeu qui sont versées au fisc américain, et les joueurs ils sont pas bêtes, tout ce qu'il est légalement possible de le faire, ils le font pour faire baisser un petit peu cette facture. Donc globalement, eh bien, les sommes présentées dans les contrats, gardez bien en tête que ce sont des sommes brutes. Le net, donc ce qu'il reste dans la poche des joueurs à l'issue de tout ça, c'est une toute autre réalité. C'est une bien plus compliquée, une bien plus complexe réalité que celle qui est purement stipulée sur les contrats. C'est vrai aussi, bien entendu, pour tous les contrats pub, comme je vous le disais. N'oubliez pas aussi qu'il y a les commissions des agents. Donc sur les contrats NBA, les commissions sont assez petites, c'est entre 3 et 5%, mais sur les contrats pub, les agents peuvent prendre jusqu'à 30 ou 40% de commission. Donc ça vient encore un petit peu pondérer la note. Et le net est une toute autre réalité. Demandez à Antoine Walker, demandez à Deshaun Kemp, à Latrell Sprewell, tous ces joueurs qui ont gagné des millions en carrière NBA et qui ont fini ruinés parce que, comme j'aime souvent à le dire pour le schématiser, il n'y a qu'une seule façon de gagner de l'argent honnêtement, c'est en travaillant
ou alors en héritant ou en gagnant au jeu, mais on va dire, il n'y a qu'une seule façon de gagner de l'argent. Honnêtement, toujours je le répète, c'est en travaillant, mais il y a 1 milliard de façons de le dépenser. Et effectivement, quand ces joueurs gagnaient 10 millions de dollars la saison, eh bien, ils s'achetaient une maison à 5 millions, ou à 3 millions. À côté de ça, ils achetaient 3-4 voitures, ils flambaient, ils allaient à Vegas, et puis ensuite le fisc venait toquer à leur porte, en leur disant, bah, vous avez gagné 10 millions, vous nous en devez 5. Et les mecs avaient déjà dépensé 6 ou 7. Donc ils se faisaient un avoir auprès du fisc, et puis c'était le cercle vicieux, etc. Et les mecs se retrouvaient ruinés. Vous voyez comme ça peut aller très 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 vite, mais je ne leur jetterai jamais la pierre, parce que c'est toujours très très facile d'être tenté par plein de démons quand vous avez plein d'argent en poche. Donc je ne jetterai pas la pierre à ces joueurs, c'est bien trop facile et trop démagogique de ma part. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura intéressé, elle vous aura éclairé sur la réalité en fait des revenus des joueurs NBA et du système fiscal américain. Je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité, bon match à tous.